le rapport interne entre praxis objectivante et praxis objectivée de l'humanité, que l'on appelle substance, esprit objectif, culture ou civilisation, et que le matérialisme conçoit comme unité historique des forces productives et des conditions de production, représente la raison atteinte historiquement par la société, indépendamment des individus particuliers et donc supra-individuelle, bien qu'elle n'existe que par l'activité et la raison des individus. La substance sociale objective qui apparaît sous forme des forces de production matérielle, de la langue et des systèmes de pensée est indépendante de la volonté et de la conscience des individus particuliers, bien qu'elle n'existe que par leur activité, leur pensée, leur langage. Une machine qui n'est pas mise en mouvement par l'activité humaine, une langue qui n'est pas parlée par les hommes, une expression logique qui ne sert pas à énoncer la pensée humaine est ou bien un instrument mort ou bien une absurdité. C'est en liaison seulement avec l'activité des individus que la praxis objectivée de l'humanité, sous forme de force productive, de langage et de pensée, existe comme continuité de l'histoire. La praxis objectivée est l'élément perdurable et stable de la réalité humaine. Sous cet aspect, elle donne l'impression d'être une réalité plus vraie que la praxis objectivante ou toute autre activité humaine. C'est sur quoi se fonde la possibilité de substituer le sujet à l'objet, c'est-à-dire quelle est la forme fondamentale de la mystification historique. Comme la praxis objectivée de l'homme survit à l'individu particulier et s'est rendue indépendante de lui, l'homme interprète d'abord et avant tout son être, son histoire et son avenir en fonction de ce qu'il a produit. Par rapport à la finitude de la vie individuelle, la praxis objectivée incarne l'éternité de l'homme. En regard de la contingence et de la fragilité de l'existence individuelle, la substance sociale incarne la durée et l'absolu. En comparaison de la raison limitée et de la déraison de l'individu empirique, la substance est l'authentifique raison. L'authentique raison. Si l'homme ne se considère lui-même comme l'instrument ou le porte-parole de la providence, de l'esprit absolu, de l'histoire, etc., autrement dit d'une force qui dépasse infiniment les possibilités et la raison de l'individu, il sombre dans la mystification. Mais celle-ci n'est pas l'expression rationnelle d'une absurdité. Elle est l'expression mystifiée d'une réalité rationnelle. La praxis objectivée de l'humanité passe dans l'esprit des hommes sous l'aspect d'un être métaphysique, indépendant de l'humanité. L'homme ne crée son éternité que dans son objectivation, c'est-à-dire dans la praxis historique et dans ses produits. Dans la vision aliénée, la praxis objectivante et objectivée de l'humanité devient un sujet mystique, dans lequel l'homme cherche une garantie contre la contingence, l'irrationalité et la fragilité de l'existence humaine. Individuelle. Les hommes entrent en rapport mutuel avant d'en avoir la conscience et la volonté. Mais à peine se trouvent-ils maintenant dans ces rapports qui les transforment. Les rapports ou conditions n'existent pas sans les hommes, et vice-versa. C'est sur cette base seulement que se déroule la dialectique entre les rapports, qui sont donnés pour chaque individu, génération, époque et classe, et l'action, qui se développe sur la base de ces conditions ou rapports tout achevés et donnés. Vis-à-vis de cette action, les rapports prennent l'aspect de condition ou de présupposition. En revanche, l'action donne au rapport un sens déterminé. À l'origine, l'homme ne dépasse, transcende, entre parenthèses, nullement les rapports par sa conscience, par son intention et par ses projets intellectuels, mais seulement par la praxis. La réalité n'est pas le système de mes significations et ne se transforme pas conformément aux intentions que je donne à mes projets. C'est par son action que l'homme inscrit ses significations dans le monde et façonne une structure signifiante de son univers. Les quatre murs entre lesquels je suis emprisonné, je peux fort bien les transformer en un royaume ou domaine de la liberté.
en forgeant des projets grâce à mon pensée et mon imagination, à mes rêves et mes idées. Mais il n'en reste pas moins que ces visions intellectuelles ne modifient rien au fait que je suis enchaîné dans ces quatre murs et que ma détention est rien moins que libre. Pour un cerf attaché à la glèbe, les rapports existants de façon immédiate sont les conditions de vie naturelles. Mais de façon immédiate, par son activité, sa résistance ou un soulèvement paysan, il leur donne la signification d'une entrave qu'il faut briser. Les conditions sont plus que les conditions. Et le cerf, attaché à la glèbe, est plus qu'une partie d'entre elles. Les rapports et les hommes sont des éléments constitutifs de la praxis, qui est la condition fondamentale de tout dépassement de ces rapports. Les conditions données de la vie humaine deviennent insupportables et inhumaines en fonction de la praxis qui les transforme. Les hommes agissent au sein de rapports donnés et ils leur donnent une signification de leur activité pratique. Les formes du mouvement social deviennent des entraves. Les institutions, modes et formes de la vie en commun sont l'espace dans lequel se réalise le mouvement social. Dans des situations déterminées, cet espace apparaît limité, si bien qu'on le considère comme entrave et prison. La tradition matérialiste, à commencer par Hobbes, définit la liberté par l'espace dans lequel le corps se meut, de la conception mécaniste de l'espace qui, indifférente au mouvement et au caractère du corps, ne voit que la forme apparente de son mouvement, en passant par la théorie du milieu social des rationalistes français. La conception matérialiste atteint son apogée avec l'intuition que la liberté est l'espace historique, tracé et réalisé par la classe, l'individu. La liberté n'est pas un état, mais l'activité historique qui façonne les formes correspondantes de la vie en commun, c'est-à-dire de l'espace social. Est-ce qu'on va plus loin? On va un peu plus loin? Tu veux? Alors, grand 3, l'homme. Les dieux n'existent que pour celui qui les reconnaît. Est-ce à dire qu'au-delà des limites de notre terre, ils se transforment en simple bois, tout comme le roi devient mortel? En fait, un dieu n'est pas du bois, mais un produit et un rapport social. La critique rationaliste qui a enlevé aux hommes la religion et leur a démontré que les autels, les dieux, les saints et les églises n'étaient rien d'autre que du bois, de l'étoffe et de la pierre, est du point de vue philosophique un retrait sur la simple foi des croyants, car les dieux, les saints et les temples sont effectivement autre chose que de la cire, du bois ou de la pierre. Ce sont des produits de la société, et non de la nature. C'est pourquoi la nature ne peut ni les créer ni les remplacer. Est-ce à dire que le baba de Sylvie est autre chose qu'un drap? Alors ça, cette formule, j'aimerais bien que tu me l'expliques. Ça me rend baba. Je pense que j'ai foutu le baba de Sylvie dans ce drap. Un conte. Ça doit être un clin d'œil à quelqu'un. Un clin d'œil. Mais plus généralement, le paragraphe, là, qu'est-ce qu'il veut dire là? Ce paragraphe-là en particulier. Qu'est-ce que c'est que cette critique rationaliste qui met en cause? J'ai l'impression qu'il la met en cause. Hein, il a l'air de dire, si tu veux, sur le simple réductionnisme qui considérerait que les statuettes, effectivement, sont simplement du bois et qu'il suffirait de les dénoncer comme étant simplement du bois, suffirait à rendre compte de la situation. Je pense qu'il dit que ça, c'est pas... que c'est quand même une réalité sociale et que c'est quand même autre chose, pas du point de vue de la réalité physique, mais du point de vue de la réalité humaine et sociale. C'est un peu court quand même que de les simplement dire que c'est du bois et que ça suffit, si tu veux, pour écarter toute... D'ailleurs, c'est pas... effectivement, en soi, c'est pas très... Ça fonctionne mal. On sent bien que, effectivement, c'est pas...
Alors donc la critique rationaliste, ce rationalisme-là est un rationalisme court. Il faudrait continuer un peu plus loin, je pense, hein, parce que... Non, mais je crois que tu as raison. Hein. Ouais. Mais je trouve que la formule critique rationaliste employée là est un peu maladroite, parce que elle met tous les rationalistes dans le même panier, en quelque sorte. Tu vois. Après, bien sûr qu'il y a un rationalisme anticlérical ou anti-religieux, si tu veux, qui se fait un plaisir de dénoncer l'idolâtrie et l'adoration de jouets religieux. Voilà, oui, bon, d'accord, on est d'accord avec ça, mais c'est pas toute la critique rationaliste qui raconte ça, quoi. Donc le marxisme est un rationalisme. Oui, mais il ne le met pas dans... C'est plutôt le positivisme là qui vise, à mon avis. C'est pas le... Après, il développe quand même hein, les passages un peu après, là je vois l'impulsion, la réaction. Non, mais tu as raison, hein. Je pense que l'interprétation est bonne, simplement c'est la formule qui est piégeuse, je pense. La formule critique rationaliste. À qui il fait écho, je ne sais pas. Peut-être à certaines pages de Husserl, pas de Husserl, de Russell, sur la croyance, peut-être, je ne sais pas. Cette conception naturaliste nous donne une image fausse de la réalité sociale, de la conscience humaine et de la nature. Elle ne voit dans la conscience qu'une fonction biologique, d'adaptation et d'orientation de l'organisme au sein de son milieu. Fonction caractérisée par deux éléments fondamentaux, l'impulsion et la réaction. Ce qui lui permet d'expliquer que la conscience est une propriété commune à toutes les espèces supérieures d'animaux et ne représente pas une caractéristique spécifique de l'homme. Attends. Excuse-moi, je t'interromps. Moi, je n'ai pas compris en quoi ce paragraphe se rattachait au précédent. Alors, je pose les questions au fur et à mesure que je les ai il faut effectivement rencontrer, parce que ce qui dépeint avant, ce n'est pas une conception naturaliste, c'est une conception, comment la qualifier d'ailleurs, pour le naturalisme, c'est autre chose qu'une réduction des idoles à leur matérialité figurative. Oui. Le rationalisme, s'il est naturaliste, c'est tout autre chose que ça. Alors, ce que je comprends pas là, cette espèce de rapport qui peut exister avec ce qui précède, je le comprends d'autant moins qu'il en tire des conclusions qui sont des conclusions à propos du naturalisme lui-même. Moi, je crois que ce qui rapproche les deux paragraphes, c'est que ces deux paragraphes font fi de la réalité, ce qu'il appelle la réalité humaine, la réalité sociale, qui, effectivement, pousse sur le socle de la praxis, quoi. Donc là, on est dans aussi bien dans le premier paragraphe que dans le deuxième, j'ai l'impression, que tu réduises les statuettes, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il dit, les autels, les dieux, à de simples morceaux de bois, etc. Bon, c'est vrai, c'est extrêmement réducteur, donc finalement tu projettes la réalité humaine stricto sensu sur une réalité purement physique, avec les catégories avec tes propres catégories d'ailleurs, hein, que tu projettes. Et donc, dans le deuxième paragraphe, c'est un peu ça, si tu veux, si tu réduis la conscience à une simple fonction biologique, type impulsion-réaction, bon, tu projettes la réalité humaine sur la réalité animale, finalement, de manière très réductrice. Tu es quand même dans le... Tu évacues tout ce qui fait la richesse, et la particularité, la singularité
la réalité humaine, du champ de ton explication. Dans les deux cas, si tu veux, ça me paraît être un peu court et réducteur, un peu sec, tu vois. Et je pense pas que ça puisse... Enfin bon, on sent bien que ça n'emporte pas l'adhésion, quoi. Quand tu dis... l'homme, c'est simplement l'impulsion, la conscience de l'homme, c'est simplement l'impulsion, la réaction. Ou quand tu dis les dieux, c'est simplement des coups de bois. Bon, d'accord, mais je veux dire, t'as pas... Mais c'est pas la même chose. C'est pas parce que je dis les dieux sont simplement des bouts de bois que je réduis l'homme à un processus biologique, à une sorte de structure biologique. Non, mais je crois que c'est au niveau du réductionnisme qu'il doit considérer, si tu veux, que dans un cas comme dans l'autre, c'est une forme de réductionnisme inapproprié qui ne tient pas compte de la réalité humaine. D'après ce que je pense que c'est un peu ça qui veut, en rapprochant ces deux trucs, montrer, je sais pas, enfin... Pour moi, si tu veux, je suis d'autant plus embêté de ne pas bien comprendre que globalement, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Il dit que ceux qui réduisent les idoles à leur matérialité ne comprennent pas que c'est autre chose que cette matérialité et que ça se joue dans la conscience des hommes, ce qui va l'amener après à désigner la conscience des hommes comme une partie de la réalité. Où les fictions religieuses sont elles-mêmes des facteurs du réel, en quelque sorte. Oui, il a dit, je je suis d'accord avec lui. Mystifié d'une réalité. Mais je ne vois pas comment il passe de ça. Il y a une forme de rationalisme étroit qui fait ça. Mais je ne dirais pas la critique rationaliste, je dirais une certaine critique se réclamant du rationalisme. Voilà. Mais je ne vois pas comment il passe de ça à l'idée que ça, c'est une conception naturaliste. Parce que, entre dire que l'idole d'aujourd'hui que j'ai entre les mains n'est jamais que du plastique et des composants électroniques et de la chimie, et dire que l'homme est un animal-machine, il y a une très grande différence. Et c'est pas incompatible. Mais c'est pas non plus... il n'y a pas de relation d'implication et a fortiori d'identité. Moi j'aurais écrit, en outre, une certaine conception naturaliste nous donne une image fausse de la réalité sociale. Oui, ça j'aurais pu le dire. Mais c'est pas ce qu'il dit. Alors je respecte ce qu'il dit, mais je ne comprends pas. Oui. Bon, de toute façon, tout le chapitre là est construit donc, dans l'idée de vouloir remettre, enfin de vouloir remanier, quoi, disons, enfin, d'expliquer la réalité humaine, donc autrement elle a été expliquée dans ce qu'il appelle le pseudo-concret. Il veut revenir, le titre du livre c'est la dialectique du concret, donc il veut effectivement en cela revenir à l'expression concrète de la réalité, à savoir l'expression qui est due finalement à l'activité des hommes, quoi. Donc effectivement, tout ce qui dépasse, bah, c'est simplement des choses qu'il faut simplement réintégrer, si tu veux, dans ce schéma-là, et comme autant de mystification, autant de transitoires, mais autant de choses qui effectivement font qu'on est dans ce qu'il appelle le pseudo-concret, c'est-à-dire qu'il y a le concret, finalement, dans lequel on n'est pas, parce qu'on n'a pas hier, quoi, à la limite, quoi. Et puis le pseudo-concret dans lequel à travers
différents codes, différents trucs dans lesquels finalement on baigne. Alors là, c'est des idéologies positivistes, ça peut être effectivement la religion, tout ce que tu veux. Il interprète tout en fonction de ce biais-là, quoi. Je crois que tout le chapitre est comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que fait Clouscar sinon ça, quoi. C'est un peu toute le cheminement qu'ils opèrent, quoi. Donc là, il est dans il montre en quoi, effectivement, il y a un réductionnisme au niveau de la idéologique. Et après, donc, il faudrait lire le passage d'après, quoi, parce que peut-être qu'on serait plus éclairé sur ce à quoi il veut en venir. C'est... Oui. En fait, il critique deux formes de réductionnisme qu'il désigne par les termes de rationalisme et de naturaliste, rationaliste et naturaliste, qui ont en commun de refouler la question de la signification et de la dimension praxique de la signification humaine, Ah oui, de la signification de l'activité humaine. C'est pas qu'elle en fout, c'est qu'elle Elle pas accès. Non, elle n'y accède pas. On est bien d'accord que c'est pas une critique. Il y a peut-être un problème de traduction sur ce passage. Ah oui, c'est possible. C'est possible, hein, parce que je pense que c'est deux objets différents qu'il désigne, quoi. D'une part, il y a une sorte de négation de la portée signifiante de l'idole qui est réduite à signifiante au sens pratique du terme, pas signifiante au sens uniquement symbolique, mais au sens de l'homme, en la réduisant à sa matérialité. Et puis, d'un autre côté, il y a une négation de tout ce qui n'est pas dans l'homme, processus biologique mécaniste, sur une autre, dans une certaine forme de naturalisme, hein, qu'on va retrouver chez les adeptes de l'intelligence neuronale, etc., aujourd'hui, hein, au moins jusqu'à un certain point. Donc Blanquer est plutôt dans le deuxième paragraphe, quoi. Blanquer, oui. Mais c'est pas la même chose. Je dis ça parce que si vraiment c'est bien traduit, je comprends pas. Mais je pense qu'il y a un problème de traduction. Parallèlement, je lis un peu le premier chapitre que je n'ai pas lu encore, quoi, petit à petit. Là, par exemple, pour un peu éclairer un peu ce qui est dans le... Il te dit, par exemple, dans le chapitre 1, donc, la tâche de la pensée dialectique est d'abolir le pseudo-concret, non pas en niant l'existence ou l'objectivité de ces phénomènes, le rationalisme, etc., mais en détruisant leurs prétentions, leur prétendue autonomie après l'avoir établi leur caractère médiat, qui dément leur prétention à l'autonomie et confirme leur caractère dérivé. Voilà, donc c'est des idéologies des façons de voir les choses qui ont dérivé par rapport à
vois, dans les premiers paragraphes de ce chapitre, là, il montrait aussi comment une vision, disons, concrète de la praxis pouvait, dans la praxis, on va dire, naïve, si tu veux, petit à petit dériver en n'étant plus qu'une praxis qu'il appelle praxis fétichisée, c'est-à-dire dans l'ordre du travail purement utilitaire, etc. Quoi. Donc il perd toute la charge de la découverte initiale du matérialisme dans ces formes-là, mais pas seulement là-dedans, parce qu'il fait une critique aussi finalement du marxisme, une certaine dérive vers une centralité de la socialité, d'un certain subjectivisme social, qui vient en quelque sorte, bien que dérivé, finalement, recouvrir ce dont il provient, disons, la forme originaire de la découverte. Ça aboutit à des choses qui ont perdu le cheminement, qui ont perdu le sens de la découverte initiale qui les rendait effectivement tout à fait pertinents pour... je pense qu'il est un peu là-dedans, quoi. C'est toujours un peu ça, bon, même alors après... c'est un peu ce que fait Kouskar aussi, hein, quand il parle d'homme originel, d'homme naturel. L'homme naturel, il dit souvent que Kouskar, c'est un animal phénoménologique. C'est-à-dire qu'il se déplace effectivement dans cette phénoménologie-là, et il n'a pas accès, il n'accède pas à la compréhension de la logique qu'il a menée jusque-là. Donc tu es toujours dans un rapport finalement d'immersion dans une substance sociale déterminée, un code, comme dit Kouskar, qui réduit l'être. On continue un peu. Ouais. C'est dommage, on a passé un peu vite sur la conclusion de la partie d'avant, ce que tu as lu avant. Très intéressant. Mais enfin bon, allez, on avance. Non, revenons-y, on a le temps. Parce que j'avoue aussi que ce passage-là Laquelle Les hommes agissent au sein de rapports donnés et ils leur donnent une signification dans leur activité pratique. Les formes du mouvement social deviennent des entraves. Les institutions, modes et formes de la vie en commun sont l'espace dans lequel se réalise le mouvement social. Dans des situations déterminées, cet espace apparaît limité, si bien qu'on le considère comme entrave et prison. La tradition matérialiste, à commencer par Hobbes, définit la liberté par l'espace dans lequel le corps se meut, de la conception mécaniste de l'espace qui, indifférente au mouvement et au caractère du corps, ne voit que la forme apparente de son mouvement, en passant par la théorie du milieu social des rationalistes français, la conception matérialiste atteint son apogée avec l'intuition que la liberté est l'espace historique tracé et réalisé par l'activité du corps historique, c'est-à-dire par la société, la classe, l'individu. La liberté n'est pas un état, mais l'activité historique qui façonne les formes correspondantes de la vie en commun, c'est-à-dire de l'espace social. Ce paragraphe-là, moi, il me pose une question, c'est toujours des questions de compréhension. Hein. Je ne vois pas comment s'articule la tradition du matérialisme mécaniste, la tradition du matérialisme des Lumières et ce qu'il appelle
la conception matérialiste qui atteint son apogée, avec l'intuition que la liberté est l'espace historique, tracé en réalité par l'activité du corps historique, c'est-à-dire par la société, la classe, l'individu. D'abord cette formule. Cette formule, elle est quelque peu hegelienne. Parce qu'elle induit l'idée qu'il y a dans la praxis une sorte de tendance substantielle à l'émancipation. Mais la praxis, parce qu'il écrit « La liberté n'est pas un état, mais l'activité historique qui façonne les formes correspondantes de la vie en commun, c'est-à-dire de l'espace social. » Mais elle peut aussi tout à fait... l'activité historique peut façonner le contraire de l'espace social. Il peut façonner l'oppression. Tu vois. Pourquoi je dis que ça sent le Hegel, parce que... Enfin, ça sent le Hegel. C'est parce que chez Hegel, effectivement, il y a l'accomplissement de la liberté, l'effectuation de la liberté se trouve dans l'État, qui est l'expression supérieure de la rationalité historique, mais ça induit des conséquences, j'en ai parlé l'autre jour, des conséquences en termes d'adhésion à l'État, qui finalement débouchent sur la conservation de l'ordre existant et l'obéissance. Alors je ne doute pas une seconde que ce n'est pas l'intention de Kosit de dire ça, c'est plutôt le contraire. Mais je trouve que la formule le laisse penser, et bon, voilà, je trouve que cette formule est peut-être un peu... parce que derrière toute cette discussion qui nous amène à l'homme, il y a l'enjeu de la discussion, et à l'époque déjà, c'est la question de l'humanisme. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Cette question de l'humanisme, on tourne autour de... D'abord, y a-t-il un déterminisme ou pas? Et y a-t-il par conséquent une liberté dans l'histoire, qui s'exprime dans l'histoire, et si oui, où la trouver? Et puis, deuxième question, mais qui est la même sous un autre angle, la transformation progressiste de la société, l'émancipation, doit-elle se faire avec ou contre l'histoire? Évidemment, elle ne se fait ni avec ni contre l'histoire, elle se fait dans l'histoire, mais on ne peut pas présupposer ni qu'elle se fasse avec, ni qu'elle se fasse contre. Elle se fait dans. Et la praxis humaine, la praxis doit être orientée par une volonté pour construire cette émancipation, pour produire cette émancipation. Pour moi, toute société est l'espace objectivé d'une praxis, y compris les sociétés réactionnaires, y compris les sociétés les plus répressives. Voilà, donc, comment tout ça s'articule-t-il? Comment lui l'articule, mais aussi comment nous, on peut l'articuler.
Oui, c'est difficile, effectivement. Là, c'est le dernier passage que tu as lu. On retombe un peu sur... Je ne sais pas si je me fais bien Oui, comprendre. oui, mais les choses sont rendues. De toute façon, on avait signalé la dernière fois, justement, que la liberté, au sens hegelien, nous posait déjà problème en termes de comprendre ce qu'il voulait dire par là. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de la vidéo qu'avait fait Bernard Bourgeois, etc., pour tenter d'y voir un peu plus clair. Et puis, j'avais également pris un bouquin de Jocelyne, non pas Jocelyne, Solange Josa. Merci Josa. Merci. Ouais, j'ai pas retrouvé. Voilà, les racines hegeliennes de la notion de praxis chez Marx. C'est vrai que pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose encore. Parce qu'on est directement, c'est pour ça que je suis revenu là-dessus. Parce que dans la phrase qui suit, que tu n'as pas encore lue, on retrouve cette question. La conscience humaine est activité du sujet qui crée la réalité humaine et sociale en tant qu'unité de l'être et de la signification, de la réalité et de l'intentionnalité. Je pense que là, c'est toujours, je crois, un peu pareil, c'est-à-dire qu'il cherche à montrer que l'homme se réalise lui-même. Et donc, dans les paragraphes avant, là, même en remontant avant celui que tu viens de dire, il insiste sur, d'après lui, donc quelque chose qui est le rapport interne entre la praxis objectivante et la praxis objectivée. La praxis objectivante, c'est ce qu'a décrit à loisir Puskar avec l'homme naturel, l'homme originel, etc. Donc, notamment la tridimensionnalité passé, présent, futur. Donc, c'était le socle de cette praxis objectivante, puisqu'il dit Puskar que le temps, finalement, tel qu'on le connaît dans la tridimensionnalité, serait un montage, finalement, anthropologique pour réaliser la praxis. Et donc, moi, j'ai l'impression, si tu veux, qu'il insiste sur, finalement, le rapport interne entre cette praxis objectivante, qui est du côté de la famille de l'individu, finalement, et la praxis objectivée, qui n'est autre que les sédiments multiséculaires des praxis objectivantes des générations antérieures. C'est-à-dire que tu es toujours dans une praxis objectivante qui est plongée dans un bain de praxis objectivée cumulée, donc qu'il appelle, lui, substance. Donc je pense que là, il est dans l'idée de ne pas apporter d'éléments extérieurs pour développer ce qu'il entend faire comprendre. Donc il est toujours là-dedans. D'ailleurs, comme Puskar, finalement. Donc il va montrer en quoi, après coup, en quoi les idéologies dérogent à ça pour ramener vers du transcendantal, des choses. Voilà, là, on parle tout de suite. La praxis objectivée est l'élément perdurable et stable de la réalité humaine. Sous cet aspect, puisque c'est ce qui fonde le présent, elle donne l'impression d'être une réalité plus vraie que la praxis objectivante ou toute autre activité humaine. C'est sur quoi se fonde la possibilité de substituer le sujet à l'objet. C'est dire quelle est la forme fondamentale de la mystification historique. Voilà, donc il lit donc des écarts par rapport à ce socle qu'il a déterminé, comme autant de mystifications, mais nécessaires sans doute, mais qui s'écartent du concret. Tu retournes finalement dans du pseudo-concret, et tu n'as pas une vision, d'après lui, de la totalité, puisque c'est un peu
ce à quoi il veut arriver. Alors par contre, effectivement, le coup de la liberté, là, moi j'ai pas bien compris ce que c'était, ce qu'il veut signifier par là. La conception matérialiste atteint son apogée. Ça veut dire que le plus haut degré d'expression de la conception matérialiste se trouve là. C'est où? C'est toujours le même paragraphe, le dernier paragraphe. Ah oui. La conception matérialiste à son apogée, pour moi, c'est le marxisme. Ah oui, oui. Et le marxisme on ne peut pas dire que le marxisme... Enfin, je sais pas, ça me pose question. Est-ce qu'on peut dire que le marxisme atteint son apogée avec l'intuition que la liberté est l'espace historique, tracé et réalisé par l'activité du corps historique, c'est-à-dire par la société, la classe, l'individu. La liberté n'est pas un état, mais l'activité historique qui façonne les formes correspondantes de la vie en commun, c'est-à-dire l'espace social. Je crois que, plus modestement, Marx dit que la liberté se gagne dans la lutte sociale, dans la lutte de classe, et que ce n'est pas un mouvement nécessaire, que cette victoire, mais ça reste un processus d'affrontement avec une issue qui n'est pas forcément écrite. Oui, c'est que la notion d'apogée, ça renvoie quand même à quelque chose qui serait comme une espèce de phare ou Ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, dans ce bouquin, La dialectique du concret, là, il invite, il espère que son lecteur, sans doute, va toucher, effectivement, va saisir la réalité de ce qu'est le concret. C'est-à-dire se débarrasser ou tenter de le faire de ce qu'il appelle le pseudo-concret. Donc quand il parle, conception matérialiste atteint son apogée avec l'intuition de la liberté, que la liberté est l'espace historique, bon, de toute façon, à mon avis, il ne peut pas le faire s'il est encore dans le pseudo-concret. Si tu es... ça supposerait que on ait une vision, disons... enfin, je pense, quoi, hein, une vision tout à fait totale, quoi, enfin, au moins tendant, quoi, de la réalité humaine. Parce que la conception matérialiste a atteint son apogée donc avec l'intuition. Déjà l'intuition, c'est un peu... voilà, un peu de... un peu particulier comme terme. Oui, je sais pas, honnêtement, je ne vois pas très bien. En plus, après, la liberté n'est pas un état, mais... S'il veut dire que, pour un matérialiste conséquent, la liberté se réalise dans l'histoire, je suis d'accord. Ouais. Si elle n'est pas un état, ça veut dire qu'elle est un processus, quoi. Voilà, on peut être d'accord. C'est une activité historique. Mais avec quand même cette idée que cette activité historique, elle est conflictuelle. Elle n'est pas le long fleuve tranquille de l'accomplissement de l'homme, quoi. Chose
que dans le débat de l'époque, si je me souviens bien, observation que les anti-humanistes, structuralistes, marxistes, si tu veux, opposaient à une certaine conception qu'ils qualifiaient d'humaniste. Alors, il faudrait replonger dans le débat de l'époque, mais je me souviens que ce qui faisait débat à l'intérieur même du marxisme, c'était un débat entre une vision qui était une vision presque qui faisait passer au premier plan la question du politique, et parce que c'était là que le combat du sociopolitique, c'était là que le combat se gagnait ou se perdait, avec l'idée non pas d'une victoire inéluctable, mais d'une nécessité interne à la lutte de classe qui conduisait à rejeter a priori toute idée d'une confiance postulée dans l'homme. Et puis, en face, tu avais des gens qui expliquaient que, certes, l'histoire avance en crabe, mais que globalement, elle avance dans le bon sens. Alors, je caricature, avec comme principal argument l'analyse de la praxis. Une analyse de la praxis, une lecture de la praxis. L'homme est, à la différence des autres animaux, et c'est pour ça qu'il n'est pas un animal, il est un être qui porte en lui la nécessité de sa propre libération par la praxis. C'est le courant humaniste. Alors peut-être que, de toute façon, je pense qu'on est dans le deuxième scénario, mais on essaie d'avoir une lecture critique. Moi, je m'interroge parce que autant je suis d'accord pour insister sur le caractère créatif du point de vue ontologique de la praxis et du point de vue sociétal, autant je crois qu'il ne faut pas en négliger le côté sombre avec les conséquences possibles qui peuvent être dramatiques. Autant le côté anti-humaniste débouchait assez facilement sur une espèce de règle d'or de la raison dans l'histoire. Voilà, on est là pour exécuter un mouvement qui nous dépasse, quelles qu'en soient les conséquences, et on peut comprendre que parfois elles sont dures. Autant je peux rejeter cette conception parce que évidemment il y a un piège dans tout ça, c'est qu'à l'arrivée on refoule non seulement la praxis mais finalement l'homme en tant que tel, l'homme concret. Qu'est-ce qu'on pèse quand on n'est qu'un jouet de l'histoire face à la logique de l'État? Il y a eu ce texte-là, c'est des choses comme ça dans la critique de la manipulation, d'une conception manipulatrice du matérialisme que Kozic a développé un peu avant. Autant, je ne suis pas non plus pour envisager d'une manière mécaniste la praxis concrète comme porteuse d'émancipation. Je parle bien de la praxis concrète. Certes, la classe bourgeoise a été
classe révolutionnaire à un moment, mais il y a déjà un certain temps que cette époque est passée. Le combat de classe, il est aujourd'hui porteur d'enjeux qui sont des enjeux existentiels pour l'humanité. Et c'est par l'intervention dans la praxis qu'on va, par la praxis et dans la praxis, qu'on va gagner ou perdre ce combat. Mais il n'est pas gagné d'avance. Je trouve qu'il y a quand même une certaine tendance à l'optimisme qui fait plaisir, mais qui me semble un peu... Enfin, à mon avis, quoi, si un combat est à gagner dans et par la praxis, encore faut-il qu'on ait conscience de en quoi cette praxis-là nous fonde, quoi. C'est ce qui, lui, il rejette dans ce pseudo-concret, etc., ou toutes ces mystifications qui font que tu n'es pas mystification religieuse, idéologique, etc., qui font que, effectivement, le concret, en quelque sorte, tu n'y as pas accès, quoi. Donc, bon, je ne veux pas dire que s'il y a une application, le fait d'en avoir accès, on puisse effectivement réaliser cette praxis au niveau social, quoi. Enfin, quand même, c'est effectivement, je pense, moi, je pense que c'est quand même important que celle-ci soit remise, effectivement, au centre théorique de l'interprétation et de la systématisation du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on voit que les significations qu'on attribue à tort à l'individu, à je ne sais quoi, au sujet, à la race, etc., finalement viennent du travail. Donc, là, tu remets la balle au centre quand même. Bon, voilà, donc après, c'est un peu ce que dit Toussaint, hein, quand il dit que la praxis accède à la représentation de son être et que cette représentation permet ensuite l'organisation de la praxis au niveau social. Bon, bon, je ne sais pas, alors le lien de cause à effet direct peut-être n'est pas établi d'avance, mais néanmoins, je pense que là, lui est dans cette même perspective, c'est-à-dire que il essaye de pointer en quoi toutes les formes de pseudo-concret, de mystification, effectivement, bien que tout à fait nécessaires, quoi, finalement, ne permettent pas d'avoir évidemment une vision concrète de la réalité humaine, quoi. Donc c'est dans ce sens-là que ces textes-là sont importants également, quoi, je crois. On peut peut-être continuer un petit peu la suite du... Alors, il disait après, donc, la conscience humaine est activité du sujet qui crée la réalité humaine et sociale en tant qu'unité de l'être et de la signification, de la réalité et de l'intentionnalité. Alors que le matérialisme souligne traditionnellement le caractère matériel du monde et l'appartenance de l'homme à la nature, le transcendantalisme revendique l'autonomie de la raison et de l'esprit en tant qu'activité du sujet. Il sépare la matérialité de l'activité parce que les valeurs et les significations ne sont pas inscrites dans la nature et que l'on ne peut déduire la liberté de la chaîne causale qui conduit du lichen et qu'on ne peut déduire la liberté de la chaîne causale qui conduit du lichen et du protozoaire à l'homme.
Ouais, c'est ça, c'est un peu le point d'interrogation. Effectivement, tu peux dire... voilà, il y a quand même un gap, quoi, pour expliquer comment on passe du lichen à l'homme. Bon, il y a un positivisme réductionniste est quand même loin d'être comment acceptable, quoi, comme théorie pour en rendre compte, quoi. Tandis que l'idéalisme... Donc là, il est transcendentaliste. Non, je crois pas. Non, non, parce qu'il te dit qu'il ne va pas, il ne met pas, il n'y a pas une transcendance qui est réinjectée là, mais il te montre à mon avis, que la réalité humaine, c'est du fait de la praxis et autre chose, ontocréateur, c'est un processus ontocréateur qui fait que tu ne peux pas le projeter sur la simple vie biologique. La simple vie biologique, que tu travailles d'ailleurs avec les catégories, la simple vie biologique, que tu travailles d'ailleurs avec les catégories que tu as forgées par la praxis. C'est-à-dire que tu viens réinterpréter après avec des catégories externes, et en plus tu dis que c'est... on a tendance à vouloir relier absolument les deux, mais on se rend bien compte qu'il y a quand même un fossé quand même énorme, quoi. Donc en fait, il oppose un matérialisme naturaliste à un transcendantalisme idéaliste, ouais, qui, l'un comme l'autre, sont caractérisés par la césure de l'être et de la conscience. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a un, effectivement, le positivisme on va essayer de projeter de manière réductionniste l'homme sur finalement la toile biologique, hein, et bien l'autre, c'est l'idéalisme, effectivement, qui dit que, étant donné que les significations ne sont pas inscrites dans la nature, alors elles viennent d'ailleurs. Bon, elles sont transcendantes. Et alors lui, il n'est ni dans un cas ni dans l'autre, quoi. Il dit simplement que le fait de la praxis entraîne est un processus ontocréateur, à savoir qu'elle crée le sujet, l'existence, la culture, etc. Après, il te dit, tandis que l'idéalisme isole les significations de la réalité matérielle. D'un côté, tu as des significations, de l'autre côté, tu as la réalité. Pour en faire une réalité autonome, donc voilà, d'un côté, c'est eux. De l'autre, le positivisme naturaliste dépouille la réalité de toute signification. Voilà, signification, tu les passes par perte et profit, et fait ainsi œuvre mystificatrice. La réalité est donc tant plus réelle qu'on en élimine plus complètement l'homme et les significations réelles. Voilà, c'est ce que pensent, d'après lui, les positivistes naturalistes. Ils pensent que eux pensent que la réalité est d'autant plus réelle qu'on en élimine plus complètement l'homme et les significations réelles. Mais la réalité humaine, chassée de la science et de la philosophie, ne cesse pas pour autant d'exister. C'est dans ce contexte seulement que s'expliquent les vogues périodiques de l'anthropologie, qui tourne son attention vers l'homme oublié et sur ses problèmes. On prétend alors que l'homme se préoccupe de tout ce qui existe entre ciel et terre, mais s'oublie lui-même. On élabore une typologie
démontrant que seules les époques d'isolement de l'homme sont favorables à l'anthropologie philosophique, c'est-à-dire à la connaissance de l'homme, alors que les époques extraverties parlent de l'homme à la troisième personne, comme s'il s'agissait de pierres et d'animaux, et ignorent sa nature spécifique. Donc là, on sent qu'il est... C'est Heidegger, en partie, quoi, qui est... et puis d'autres également. On justifie donc le besoin et la nécessité d'une anthropologie philosophique par le fait que jamais l'homme n'a représenté pour lui-même un problème aussi urgent qu'à présent. Quoiqu'on ait rassemblé aujourd'hui une somme de connaissances incomparablement plus grande sur lui-même, on sait bien moins ce qu'il est que par le passé. Au temps où l'anthropologie prédomine, on estime qu'elle n'est pas d'abord et surtout une science de l'homme, science au demeurant problématique et difficile à définir, mais une tendance fondamentale de l'époque qui a rendu l'homme problématique. Si l'anthropologie philosophique se prétend science de l'homme et se propose d'examiner sa position dans l'univers, il faut se demander pourquoi l'homme, dans l'isolement qui l'amène à se pencher sur lui-même, serait plus homme que dans le monde extraverti où il se préoccupe de tout ce qui existe entre ciel et terre. L'anthropologie philosophique ne soutient-elle pas que les époques du déracinement, de la solitude et de la problématisation de l'homme sont les moments les plus féconds pour la pensée anthropologiste, tout simplement parce que la problématique de l'homme s'y pose déjà sous une forme déterminée et qu'elle ne considère que certains aspects déterminés de l'homme comme des problèmes anthropologiques. Lorsqu'il se tourne vers le monde extérieur et recherche les lois des processus naturels, l'homme n'est pas moins homme que lorsqu'il s'interroge de manière dramatique sur lui-même. Quid ergo sum Deus meus, quae natura mea. Si l'anthropologie philosophique donne une place privilégiée à des aspects et des problèmes déterminés, elle démontre du même coup qu'elle n'est pas née comme problématique de l'être de l'homme et de la position humaine dans l'univers, mais comme réaction contre une situation historique déterminée de l'homme au XXe siècle. C'est un peu ce que disait, je crois que c'est Kouchner qui disait qu'on ne parle jamais tant de l'être que dans les périodes où il y a crise de l'être. Et qu'en fait, c'est plus une réaction à la position déterminée de l'homme, vu ce qu'il a dit avant, la vision réductrice, positiviste notamment de l'homme, qui fait que, en réaction à ça, il y ait ce type d'anthropologie philosophique, Heidegger, etc., qui voit plus facilement le jour que dans d'autres époques. Est-ce que tu as des choses... Non. Bon, on continue. L'anthropologie philosophique prétend être une philosophie de l'homme et faire de l'homme le fondement de la problématique philosophique. Cette prétention est-elle légitime? Observons tout d'abord que la définition philosophie de l'homme peut avoir de nombreuses significations. Les problèmes philosophiques ne sont pas inscrits dans l'univers. C'est l'homme qui les pose. Philosophie de l'homme signifie avant tout que seul l'homme philosophe et pose des problèmes philosophiques. En ce sens, toute philosophie est philosophie de l'homme. Et point n'est besoin de confirmer ce caractère humain de la philosophie par une dénomination particulière. Mais la philosophie de l'homme a encore une autre signification. Toute problématique philosophique est par définition anthropologique, parce que l'homme anthropomorphise
tout ce qui entre en contact avec lui sur le plan théorique et pratique. Toutes les questions et réponses, tous les doutes et certitudes partent en fin de compte de l'homme. Dans chacune de ses actions, de l'effort pratique à l'observation du mouvement des corps célestes, l'homme se définit d'abord lui-même. L'anthropologie philosophique se réfère aux questions fameuses de Kant. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? À ces trois questions, Kant en ajoute une quatrième. Qu'est-ce que l'homme? La métaphysique répond à la première question, la morale à la seconde, la religion à la troisième et l'anthropologie à la quatrième. Mais Kant note explicitement qu'en fait, les trois premières questions entrent dans l'anthropologie parce qu'elles sont toutes en rapport avec la quatrième. Quel est l'être qui s'interroge sur ce qu'il peut savoir, ce qu'il peut faire et ce qu'il peut espérer? Selon que l'on déplace l'accent, les questions de Kant peuvent être interprétées au sens de la finitude de l'homme, Heidegger, ou de la participation humaine à l'infini, Buber, mais indépendamment des différentes interprétations, les trois premières questions prédéterminent la réponse à la quatrième. L'homme est un être qui connaît ce qu'il peut connaître, faire et espérer. Les trois premières questions définissent l'homme comme sujet cognitif ou sujet de la connaissance. Dans l'horizon de pensée ainsi tracé, les générations successives apportèrent des compléments et des précisions et aboutirent à la conclusion que l'homme n'est pas seulement un sujet cognitif, mais encore un être qui vit et agit. L'homme est sujet de la connaissance, de la vie, de l'activité. En allant jusqu'au bout de ce schéma, le monde se révèle comme dessein de l'homme. Le monde est là dans la mesure seulement où l'homme existe. En cette seconde signification, la philosophie de l'homme exprime la position de la subjectivité humaine. Le fondement et le point de départ de la philosophie n'est pas l'homme en général, mais une conception déterminée de l'homme. L'anthropologie philosophique est une philosophie de l'homme, pour autant qu'elle conçoit l'homme comme subjectivité. Mais la philosophie de l'homme possède encore une troisième signification. C'est une discipline programmatique qui s'attache à des réflexions que l'on néglige, celle de la responsabilité de l'individu, du sens de la vie, du caractère conflictuel de la morale, etc. En ce sens, elle traite de ce qui a été oublié ou négligé, interdit ou tenu à l'écart. Elle se considère comme un prolongement indispensable qui complète la philosophie existante afin d'être à la hauteur des problèmes de son époque et de répondre à toutes les questions qui se posent à elle. En dehors du fait prosaïque qu'il donne au problème de l'éthique un tour grandiloquent, le programme de la philosophie de l'homme souffre d'une contradiction insurmontable. Elle masque et contredit les principes fondamentaux de la philosophie qui a besoin de ce complément anthropologique. Après avoir écarté l'homme, ou après l'avoir accueilli, pour autant seulement qu'elle l'a transformé en non-homme, en le réduisant à une grandeur physique de type mathématique, la philosophie éprouve soudain, sous la pression d'une nécessité extérieure, le besoin de compléter sa trame et sa structure fondamentale par quelque chose qui manque. Deux points, l'homme. À la philosophie d'une réalité sans homme, on surajoute une philosophie de l'homme. Nous avons ainsi les deux pôles opposés. D'une part, la conception selon laquelle la seule réalité est humaine, le monde étant une projection de l'homme. D'autre part, la conception d'une réalité dans laquelle le monde n'est authentique et objectif que dans un ordre universel excluant l'homme. Or, ce monde sans l'homme n'est pas la réalité authentique. Il n'est qu'une projection de la subjectivité humaine, une forme possible de l'appropriation humaine du monde et de sa reproduction intellectuelle. L'image physique du monde
construite par la science naturelle moderne de Galilée Einstein, est l'un des modes pratico-spirituels d'accès à la réalité, l'un des modes possibles de systématisation théorique, de reproduction spirituelle et de domination pratique de la réalité. Si l'on donne une forme ontologique à cette image, ce qui est exclu pour la philosophie matérialiste qui conçoit la connaissance comme reproduction spirituelle de la réalité, et si l'on tient donc cette image pour la réalité elle-même, de sorte que l'homme cherche à définir sa propre position et son rapport vis-à-vis d'une telle réalité, l'homme ne peut résoudre positivement ce problème qu'en se transformant lui-même en une grandeur physique de type mathématique, c'est-à-dire en partie calculable du système ainsi échafaudé, soit en s'insérant, soit en s'ajoutant à ce système comme sujet, c'est-à-dire comme théoricien, physicien, comme sujet, c'est-à-dire comme théoricien, physicien ou mathématicien. On s'arrête là un petit peu, J'ai l'impression que dans ces passages, là, il montre que ce qu'il appelle philosophie, enfin ce qui s'appelle anthropologie de l'homme ou philosophie de l'homme, c'est une vision déjà, mais par rapport à une conception déterminée de l'homme. Il ne prend pas l'homme en général. Je dis, le fondement et le point de départ de la philosophie n'est pas l'homme en général, mais une conception déterminée de l'homme. Donc ce qu'il appelle anthropologie philosophique, c'est une philosophie de l'homme, pour autant qu'elle conçoit l'homme comme subjectivité. Donc elle est... Alors là, il fait référence à Heidegger, notamment, qui est quand même cité plusieurs fois. On est toujours là, j'ai l'impression, dans l'opposition entre une philosophie qui tient compte effectivement de la praxis, et puis des philosophies qui, pour combler disons, le vide, le nihilisme d'une époque vue comme trop portée sur la technique, etc., donc, et trop, où l'homme est un instrument, finalement, est perçu comme un instrument, quoi, finalement, et où on peut lui appliquer, donc, un être quasi computationnel, on va dire, quoi, donc, en réaction à ça, donc c'est des philosophies de l'homme qui effectivement prennent le contre-pied de ça, mais sur un mode de partir d'une position déterminée de l'homme qui fait fi tout à fait de l'être social, de la praxis et de tout ce qui a permis justement à cette subjectivité d'émerger selon le matérialisme, quoi. Il lui reproche aussi de se mettre comme un complément, un supplément, en fait d'être une espèce
de se positionner comme une sorte de complément philosophique, un complément anthropologique qui est surajouté, quoi, en gros, à la philosophie, donc d'une époque technique, mettons. En fait, oui, un peu d'être une rustine, quoi, presque, d'après ce qu'il dit, quoi. Oui, moi je comprends la chose suivante. Les anthropologies philosophiques, ce qu'il appelle les anthropologies philosophiques, c'est-à-dire ces tentatives qui cherchent à trouver l'authenticité perdue de l'homme, sont l'expression d'un manque partagé à la fois par l'idéalisme et le matérialisme. L'idéalisme et le matérialisme naturaliste, l'idéalisme rationaliste, pour reprendre ces catégories, et puis le matérialisme naturaliste, c'est que l'une comme l'autre sont incapables de rendre compte de l'homme, du phénomène humain, si on veut, avec les outils qu'elles se sont donnés. Et donc, le comblement de ce manque consiste à fabriquer une sorte d'anadome philosophique qui aurait l'homme comme objet propre et qui viendrait en quelque sorte compenser les effets de la cécité partielle de chacune des deux démarches. Mais Kozycki, à mon avis, il a raison, et il emboîte le pas de Kant, que la philosophie, en soi, est portée par une intention anthropologique. Si une philosophie aboutit à être incapable de répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?», c'est qu'elle a passé à côté de quelque chose. C'est ça qu'il dit, à mon avis, ça. Donc, oui, je comprends ce qu'il veut dire et je suis assez d'accord, tout à fait d'accord même avec ce qu'il veut dire. Donc, c'est pas dans une pensée isolée de l'homme, a fortiori une pensée du type heideggerien où l'authenticité de l'homme serait recherchée dans quelque chose de perdu et sans doute si tant est que ça n'ait jamais existé, de définitivement perdu, parce que cette forme de réponse qui est mystifiante, qui repose sur le mythe d'un point de départ dans l'unité préalable de l'homme et de l'objet, évacue deux choses. Un, la dimension anthropologique de l'homme concret, celui, alors comment il formule ça, extraverti. Celui, il faut se demander pourquoi l'homme, dans l'isolement qui l'amène à se pencher sur lui-même, serait plus homme que dans le monde extraverti. Voilà, c'est l'homme du monde extraverti qui est évidemment non seulement oublié cette fois-ci, mais carrément rejeté comme étant vulgaire, étant sans véritable substrat ontologique. Et puis, deuxièmement, cette réponse obère la possibilité de comprendre l'histoire comme l'espace où l'homme se construit dans la praxis. C'est les deux reproches principaux qu'il adresse à cette
façon d'appréhender les choses. Et là, bon, il fait effectivement écho à l'actualité philosophique de son époque, et plus particulièrement peut-être pas tant à Heidegger qu'à l'existentialisme tel qu'il s'est développé après-guerre. Hein, parce que, je sais, enfin, aussi à Heidegger, on ne peut pas critiquer l'existentialisme sans critiquer Heidegger. Mais bon, je crois qu'il avait plutôt accès à l'existentialisme qui était en plein boom à cette époque-là. Alors après, on va voir ce à quoi il répond positivement maintenant, tout ça, après avoir... Je lis là, je te relève. Non, relève-moi. Alors, on était arrivé où là? Page 161. Oui, bien sûr. Sujet comme sujet, c'est-à-dire comme théoricien. C'est intéressant aussi ça, un sujet comme c'est-à-dire comme théoricien. C'était où là? C'est page 161, la fin du premier chapitre. Premier paragraphe. Ah oui, comme sujet, c'est-à-dire comme théoricien, physicien et mathématicien. Comme théoricien, physicien ou mathématicien. La réalité n'est pas une réalité, entre parenthèses, authentique, sans l'homme. Pas plus qu'elle n'est, entre parenthèses, seulement la réalité de l'homme. Elle est une réalité de la nature comme totalité absolue, indépendante non seulement de la conscience de l'homme, mais encore de son existence, en même temps qu'elle est réalité de l'homme qui crée, au sein de la nature, et comme fraction de celle-ci, une réalité sociale et humaine, supérieure à la nature et définissant dans l'histoire sa place dans l'univers. L'homme ne vit pas dans deux sphères, il n'habite pas pour une partie de son être dans l'histoire et pour l'autre dans la nature. L'homme est toujours à la fois dans la nature et dans l'histoire. En tant qu'être historique, c'est-à-dire social, il humanise la nature, mais il la connaît, et la reconnaît aussi, comme totalité absolue, comme cause à sui, se suffisant à elle-même, comme condition et présupposition de l'humanisation. Dans la conception cosmique d'Héraclite et de Spinoza, l'homme connaît la nature comme totalité absolue et inépuisable, par rapport à laquelle il se définit toujours à nouveau dans l'histoire, en dominant les forces de la nature, en découvrant les lois déterminées des processus naturels, en créant mythes et poésies, etc. Et dans tout changement de la position humaine par rapport à la nature, dans tout progrès de la domination et de la connaissance des processus de la nature par l'homme, la nature continue d'exister comme totalité absolue. Si dans l'industrie, la technique, la science et la culture, la nature est pour l'homme une nature humanisée, il ne s'ensuit pas pour autant qu'elle soit en général une catégorie sociale. La connaissance et la domination de la nature sont conditionnées socialement. C'est en ce sens seulement que la nature est une catégorie sociale historiquement variable, mais l'existence absolue de la nature n'est conditionnée par rien, par personne. Si dans la nature se transforme complètement... se transformait complètement... Excusez-moi, mais j'ai une photocopie toute baveuse, donc c'est un peu dur. Si la nature se transformait complètement en un objet de l'activité humaine, économique ou productive, et cessait d'exister comme nature irréductible, l'homme s'appauvrirait d'un élément essentiel de sa vie humaine, une culture qui aurait chassé complètement la nature de la vie, se détruirait elle-même et serait insupportable. L'homme n'est pas emmuré dans la subjectivité de la race, de la socialité et des projets subjectifs dans lesquels il ne pourrait jamais définir que lui-même sous des formules diverses. De par son existence, qui est praxis, il est en mesure de dépasser sa propre subjectivité et de connaître l'essence réelle des choses. L'existence de l'homme n'est pas seulement production de la réalité humaine et sociale, mais encore reproduction intellectuelle de la réalité dans sa totalité. Si l'homme participe à la totalité du monde, c'est grâce à la faculté qu'il a de reproduire spirituellement la totalité du monde. L'homme doit être inclus dans le projet de la réalité conçue comme totalité de la nature et de l'histoire,
pour que l'on obtienne les présuppositions de la solution du problème philosophique de l'homme. Si la réalité est incomplète sans l'homme, l'homme est tout aussi fragmentaire sans le monde. La nature de l'homme ne peut être découverte par une anthropologie philosophique qui enferme l'homme dans la subjectivité de la conscience, de la race, de la socialité et le sépare radicalement du monde. La connaissance de l'univers et des lois des processus naturels est toujours, directement ou indirectement, aussi connaissance de l'homme et de sa nature spécifique. Le processus de la réalité sociale, humaine aussi bien qu'extra-humaine, se rencontrent. Les processus se rencontrent et s'interpénètrent de manière déterminée dans l'être de l'homme. L'homme est une créature dont l'essence est définie par la production matérielle de la réalité sociale et humaine et par la reproduction intellectuelle de la réalité humaine et extra-humaine. La praxis donne accès aussi bien à l'homme et à sa compréhension qu'à la nature, à son explication et à sa domination. Le dualisme de l'homme et de la nature, de la liberté et de la nécessité, de l'anthropologie et du scientisme ne peut être dépassé sur le plan de la conscience ou de la matière, mais seulement sur la base de la praxis au sens de la philosophie matérialiste. La dialectique traite de la chose elle-même, mais celle-ci n'est pas un objet quelconque, elle n'est même pas un objet du tout. La chose elle-même dont s'occupe la philosophie, c'est l'homme et sa position dans l'univers, ou ce qui exprime la même chose en d'autres termes, la totalité du monde qui se manifeste à l'homme dans l'histoire, et l'homme qui existe dans la totalité du monde.